Bonjour, je me présente Sabrina Tremblay, je suis professeure au département des sciences humaines et sociales à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je vous présente les résultats d'une recherche que nous avons réalisée au courant de l'été et de l'automne 2020 et qui porte sur les concertations locales et la résilience en temps de COVID dans les organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean et plus particulièrement, nous avons étudié le cas d'un organisme en sécurité alimentaire. J'ai fait cette recherche avec ma collègue Danielle Maltais et Simon Gilbert qui est étudiant à la maîtrise en éducation à l'UQAC. Plan de la présentation, je vais commencer par vous faire une petite mise en contexte au niveau du bilan peut-être de la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vais vous parler des considérations méthodologiques, des résultats bien sûr, et une petite conclusion pour mettre en lien avec la justice sociale et environnementale. Mise en contexte. Alors, au niveau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont des données qui sont valides au 1er mars 2021. Il y avait 8817 cas confirmés, 8538 personnes rétablies et nous avons malheureusement eu 264 décès. Les secteurs les plus touchés, comme partout ailleurs au Québec, ce sont les secteurs les plus urbains, donc Chicoutimi en premier, Jonquière ensuite et Lac-Saint-Jean-Est qui inclut la ville d'Alma pour ceux qui connaissent un peu le secteur. Il y a près de 1500 travailleurs de la santé qui ont été touchés par la COVID-19, donc depuis le début de cette pandémie-là. Malheureusement, je ne suis pas capable de vous présenter les résultats pour les organismes communautaires parce que c'est une donnée que nous n'avons pas à l'heure actuelle. Sur les 250 organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont demandé, qui ont confirmé leur statut, 243 sont demeurés ouverts durant la pandémie. Au niveau de l'insécurité alimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est sûr que des chiffres reliés à la pandémie, c'est difficile à voir à l'heure actuelle parce que c'est quand même une situation qui est toute nouvelle. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu une chute du taux d'emploi, donc de moins 3,8% pour le temps plein et de moins 3,7% pour les travailleurs temps partiel. Le taux de chômage est passé de 6,3% à 13,1% en l'espace de 6 mois. Au niveau de l'insécurité alimentaire, la donnée la plus récente que je peux vous présenter, elle date de 2014. Et on savait qu'à cette époque-là, 7,4% des familles vivaient de l'insécurité alimentaire. Donc, compte tenu des données que je vous ai présentées auparavant, on peut penser que ce chiffre-là a vraisemblablement augmenté. En tout cas, ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il y a eu une augmentation de près de 50% dans les organismes communautaires en termes de demande d'aide, de soutien alimentaire. Notre recherche avait comme objectif de documenter les enjeux et les impacts de la COVID-19 sur les organismes communautaires, leurs membres et leurs intervenants. Nous avions différents sous-objectifs, l'organisation du travail, les changements de pratiques, les difficultés ou les contraintes rencontrées, les impacts sur la santé des travailleurs et des membres. Nous avons réalisé 3 entretiens de recherche, donc un entretien avec la directrice d'une épicerie communautaire, ensuite un autre avec une intervenante de la même épicerie communautaire, et pour avoir un point de vue plus régional, plus global en fait de la situation, nous avons réalisé un entretien avec une intervenante d'une corporation de développement communautaire, donc une CDC. Au niveau des résultats, pour les impacts dits négatifs, ce que l'on sait, c'est qu'à l'échelle locale, les frais COVID, donc tout ce qui est relié à l'achat de matériel relié aux mesures sanitaires, a été d'environ 18 000 par organisme pour un total d'à peu près 10 millions de dollars. Il y a eu des pertes financières quand même assez importantes chez les organismes, donc d'environ 6 500 dollars en campagne de financement et de 7 500 dollars en revenus d'activité par organisme. Ce qu'on sait aussi, ça c'est quelque chose qui nous a été rapporté, c'est que toute la gestion, le petit train-train quotidien, les interventions plus collectives ont été mis beaucoup de côté parce qu'il y a eu une augmentation d'environ 50% des interventions individuelles, donc au détriment de tout ce qui se fait là, aux autres types d'interventions. Ça, c'est le portrait régional. Au niveau de l'organisation organisationnelle, en fait, l'organisme que nous avons étudié, un des problèmes le plus important, ça a été la perte d'une grande partie des bénévoles. C'était des bénévoles qui étaient âgés de plus de 70 ans ou qui avaient des problèmes de santé, donc qui ont dû se retirer le temps que la pandémie se tasse. Fait qu'évidemment, ça entraînait une surcharge de travail pour les travailleurs, les intervenants, les intervenantes, ce qui a eu pour effet de fragiliser leur état de santé mentale. Ce qu'on a noté aussi, c'est qu'il y a eu une augmentation de la lourdeur administrative.
relié en fait là, au soutien financier offert par le gouvernement, par les paliers de gouvernement pour soutenir les organismes communautaires dans leurs activités. Mais ça a été vécu très durement, là. Alors, il y a vraiment eu beaucoup plus de paperasse à remplir et à tel point qu'en fait, dans certains cas, on disait, ben, gardez-le votre argent, on n'en veut pas, ça fait trop de papier à remplir. Fait que c'est pas mal ce qui nous a été rapporté. Puis aussi, un autre élément, ben, ce sont les rapports sociaux entre les travailleurs et avec les travailleurs et les membres. Donc, ben, c'est ça, une période anxiogène, plus difficile, augmentation des tâches et tout ça. C'est sûr qu'on est peut-être moins patient, qu'on est plus porté à des mouvements d'humeur, de colère et tout ça. Fait qu'avec les travailleurs, ça a été vécu plus difficilement. Puis, mais ce qu'on a remarqué aussi, surtout, c'est le rapport justement entre les intervenants et les membres. Alors, plus de dégustation, plus de petits cafés le matin, plus de presque plus de discussions informelles et tout ça. Alors ça, ben c'est sûr que on avait l'impression qu'on n'était plus avec des membres. En fait, qu'on était avec quasiment des étrangers. Et même dans certains cas, on nous a dit ben, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde est un ennemi potentiel. Alors, ça, c'est sûr que c'est plus difficile là, à vivre là, quand on est un intervenant et qu'on aime travailler avec les usagers, avec notre clientèle. Il y a eu quand même des points positifs et c'est ce que j'ai voulu vous montrer dans cette grande thématique-là qui est la résilience. Au niveau local, ben il y a eu d'abord, puis ça a été noté plusieurs fois là dans nos entretiens et par les sondages, là, les quelques données écrites que nous avons pu réaliser. C'est la création de la cellule de coordination locale en action communautaire, la CLAC, et son équivalent régional, donc la CRAC. Alors, puis je vais vous présenter un organigramme juste après, là, cette diapositive-là. Je manquais de place de toute façon sur celle-ci. Alors ça a permis vraiment une meilleure synergie puis une efficience au niveau là, des actions reliées là, au travail des organismes communautaires sur le terrain, puis on a beaucoup, beaucoup apprécié. Ce qu'on a relevé aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de création de nouveaux partenariats. Alors ça a été vu comme quelque chose de très positif. Et en plus, on a réactivé certains partenariats qui étaient latents ou qui ne fonctionnaient plus du tout ou plus ou moins. Alors ça aussi, là, ça a été quelque chose qui a été vu comme très intéressant et qui, on pense, va perdurer dans le temps. Bref, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une meilleure synergie entre les organisations qui sont déjà en place, notamment en raison de la CLAC et de la CRAC, mais aussi là avec les nouveaux partenariats là, qui ont été établis. Au niveau de notre organisme, qu'est-ce qu'on a pu observer? Ben, c'est toute la réorganisation du travail pour respecter les normes de santé publique, mais ça a permis aussi de faire un ménage dans les pratiques, en fait, de l'organisme. Puis ça, c'est pas un aspect négatif. Ça a été vu comme quelque chose quand même de bien, là, quelque chose qui aurait peut-être pu avoir été fait avant, mais que bon, on n'avait pas eu le temps pour plusieurs raisons. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé quand même de positif. Il y a aussi un travail d'équipe plus intense qui a été relevé, bon, intense dans tous les sens du terme, mais aussi en termes de synergie d'équipe ou d'esprit d'équipe, où là, on a vraiment senti, avec des réunions plus quotidiennes, du moins hebdomadaires, là, de comment ça va, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce qui va bien et tout ça. Là, on a vraiment senti là qu'il y avait quelque chose là, qui se formait au niveau de l'esprit d'équipe, puis ça a été quand même vécu là, de façon positive. Les nouveaux partenariats, comme je vous l'ai dit là, au niveau régional, ben ça a été vécu aussi du côté de notre organisme que nous avons étudié, notamment avec le Centre d'action bénévole. Là où il y a eu de belles nouvelles, c'est ça, un nouveau partenariat qui va sûrement perdurer dans le temps. Puis un autre point aussi important, ben c'est un peu par nécessité que ça a été fait, mais encore une fois, on disait c'était le temps qu'on le fasse, c'est l'amélioration de l'infrastructure informatique. Alors, c'est sûr que c'est un organisme qui avait peu ou pas d'équipement informatique, seulement le nécessaire et tout ça. Et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, il a fallu s'équiper avec un ordinateur qui roule quand même assez bien, une caméra, une bonne connexion Internet, bon, et tout ça. Alors, c'est sûr que ce sont des dépenses, mais en même temps, c'est quelque chose qui va rester puis qui va les aider là aussi post-pandémie. Alors, ça, on était quand même content de ce mouvement-là, de ce changement-là. Je vous présente l'organigramme de la CLAC et de la CRAC. Juste pour vous rappeler, là, la CLAC, c'est au niveau local. Donc, si on veut, grosso modo, c'est recueillir les besoins du milieu, puis coordonner avec le CIUS. En gros, c'est pas mal ça qui veut être fait, qui voulait être fait. En fait, ça fonctionne toujours à l'heure actuelle. C'est composé des organisateurs communautaires, de la CDC, des CDC par secteur, parce qu'il y a des cellules par secteur, des représentants des MRC et des villes,
et ainsi que des députés provinciaux et fédéraux. Au niveau de la CRAC, ben en fait, c'est ça, c'est toutes les informations relevées dans chacune des cellules va être amenée à la cellule de crise régionale. Donc, c'est de faire le lien entre les différentes cellules et d'essayer d'organiser ça, de créer de meilleures synergies et d'arrimer ça avec l'équipe tactique du CIUS. Puis ça ici, ben, on a plus les directions du CIUS qui sont en lien aussi avec le secteur communautaire, la direction régionale, le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, la table régionale des organismes communautaires, donc la TROC 02, Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, le club des petits déjeuners et la table intersectorielle régionale en mouvement Saguenay-Lac-Saint-Jean. En conclusion, puisque je n'ai que 10 minutes, est-ce que nous avons eu affaire à de la résilience au niveau des organismes communautaires? Ben oui, absolument, certainement. C'est sûr que les organismes communautaires ont pu continuer à offrir leurs services, se sont adaptés malgré les circonstances. Il y a eu une amélioration globale des pratiques et de l'organisation du travail, sans aucun doute. Donc, somme toute, là-dessus, c'est positif. Bon, maintenant, ceci dit, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'innovation au niveau des organismes? Non. Ce qu'on constate, et ça, c'est que ça a été fait au niveau régional, très certainement, avec notamment la CLAC et la CRAC. Donc, il y a vraiment une réorganisation, un brassage de cartes là, qui s'est fait à ce niveau-là, puis que c'est devenu plus efficient. En termes de synergie, ça, c'est sûr et certain que c'est un gros plus. Mais au niveau organisationnel, est-ce que chaque organisme communautaire a pu faire preuve d'innovation? Non, ils sont dans un cadre trop restreint, ça n'a pas été possible. Puis ensuite aussi, puis c'est ce qu'on constate, c'est que la reddition de comptes qui est demandée aux organismes communautaires, même en temps de crise, elle est énorme. Elle est énorme, c'est une pression qui est terrible, vécue terriblement, là, littéralement, par certains organismes communautaires, dont celui que nous avons étudié. Mais ce qu'on constate aussi, puis là, on se place dans une perspective, bon, ben là, on veut construire une justice sociale, environnementale, on va parler aussi de transition socio-écologique et tout ça. Mais tout ça, ça demande de la co-construction, donc une mise en dialogue, une co-réalisation, une co-idéation, toutes sortes de choses comme ça. Mais là, on est très loin du compte parce que ce qu'on voit, c'est que ce sont des structures qui fonctionnent encore du haut vers le bas. Puis la reddition de compte va toujours, en fait, du bas vers le haut, mais l'inverse ne se fait pas. Puis je pense que les organismes communautaires sentent encore là, cette distance-là entre la santé publique, notamment ici, et eux, le monde communautaire. Fait que de là à dire qu'on a des relations plus équitables, qui laissent place peut-être justement à une certaine justice sociale et environnementale, une co-création à ce niveau-là. Ben, je sais pas. Je suis pas prête à l'affirmer, pas par rapport à ce qui nous a été dit. Ce qu'on voit, littéralement, c'est qu'il y a quand même là une institutionnalisation des pratiques. Et que là-dedans, au niveau de l'innovation sociale, c'est plus difficile pour les organismes communautaires qui travaillent directement là avec justement avec l'État. Alors, c'est ça, c'est plus difficile en ce sens-là. Alors, c'est les résultats que j'avais à vous présenter. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo-là, puis j'attends vos questions là le jour de notre rencontre. Alors voilà, merci beaucoup.